semaine pratique. Donc, bienvenue à tous. Donc, on va démarrer. Donc, si vous avez justement des questions et tout, dans tous les cas, je vais vous poser la question. Donc, voilà, il faut qu'ensemble, on y arrive. Donc, on a à peu près 2 heures de temps. Donc, entre midi et 2. Et si on n'a pas fini, on va continuer peut-être demain également entre midi et 2. Mais ça sera une séance qui sera beaucoup plus pratique en tout cas. Voilà. Très bien. Donc, l'évaluation des risques. Ouais, très rapidement, il faut dire que l'évaluation des risques est un processus qui vise à identifier, analyser et évaluer les risques potentiels donc, dans un environnement professionnel. Voilà. Donc, en général, ça va donner lieu à ce que l'on appelle dans les entreprises le document unique. Donc, c'est un document qui va regorger l'ensemble, notamment des risques auxquels on est exposé, leur estimation, on va les estimer pour pouvoir définir plus ou moins les différents niveaux. Donc, l'objectif est de protéger évidemment la santé, la sécurité et le bien-être des employés. Ça, c'est l'objectif donc, du document unique ou de l'évaluation des risques professionnels. Mais cela n'a d'importance que lorsque les actions qui seront identifiées suite à l'évaluation des risques sont mises en œuvre. Seulement, quand ce n'est pas mis en œuvre, c'est comme si ça ne sert pratiquement à rien. Okay? Bon, quelques définitions vraiment très rapidement. Je vais vous passer justement santé sécurité. Donc, SST, c'est santé sécurité ici dans ce cadre-là, mais SSTP également dit dans d'autres contextes, sauvetage sécurité du travail. Mais ici, on parle bien de santé sécurité au travail. Danger, ici, il est important de connaître parce que tout à l'heure, quand on va commencer notre exercice, on va devoir justement identifier danger et faire la distinction entre danger et situation dangereuse et risque. Ça, c'est très important. Le risque, en fait, c'est... Ouh là là. Bon, ici là c'est pas vraiment ça. Attendez, je pense qu'il y a un problème dans la définition. Donc, pendant que le danger, c'est toute source susceptible donc de causer un dommage, le risque, ce n'est pas le dommage. Access to the stars. Voilà. Donc, le risque, ce n'est pas vraiment le dommage ou préjudice causé par les dangers, mais on va dire que c'est susceptible, d'accord? C'est susceptible donc d'être causé éventuellement par un danger, ok? On va dire ça comme ça. Et l'évaluation des risques, on a dit, c'est processus d'identification, d'évaluation et de contrôle des risques. Très bien. On avance. Ça, c'est quelques petites définitions. Bon. Accident de travail, événement soudain causant un dommage corporel à un salarié dans le cas de travail ou par le fait du travail. C'est ainsi que si éventuellement une personne quitte l'entreprise pour aller en mission, par exemple, si la personne est victime d'un accident, ça peut être considéré comme étant un accident de travail. Parce que c'est par le fait du travail qu'il est là-bas. Donc, lieu de travail, espace sous contrôle donc, de l'organisme et presque accident, c'est événement soudain sans dommage corporel. Et le risque résiduel ici, c'est le risque qui persiste après l'application des mesures de précaution ou du moins des mesures de contrôle. Très bien. Évaluation des risques va consister à l'identification des dangers déjà dans un premier temps. Et cela va passer justement par l'inventaire des postes et unités de travail, par l'identification des outils, des machines et des produits utilisés. Donc, à l'issue de ça, on pourra identifier certainement les dangers. Et une fois que les dangers sont identifiés, également, on va identifier les personnes qui sont exposées, donc qui peuvent être lésées. Ensuite, on va évaluer le risque. L'évaluation des risques consiste à estimer la gravité et la probabilité. D'accord? Et pour ça, on en a de deux manières. Donc, on a ce qu'on appelle l'évaluation quantitative
et l'évaluation qualitative. Mais on va voir ça un peu plus tard. Et ensuite, une fois que les différents risques sont identifiés, on va notamment les hiérarchiser pour voir quel est leur niveau d'importance. Et ensuite, on va mettre en place donc, des plans d'action. Ces plans d'action-là, c'est suivant justement le risque significatif. Donc, on va voir ça. En quoi va consister réellement l'identification du danger? Ça va consister à lister les postes de travail et les unités donc, de l'entreprise. Ensuite, à établir la liste des outils et machines qui sont utilisés à chaque fois. D'accord? Parce que, en gros, les dangers vont découler en fait soit de l'équipement, soit des produits utilisés, soit de l'activité qui est en train d'être réalisée. Donc, vis-à-vis de l'ensemble donc, de tout ce qu'on va établir ici, ça va permettre justement de dire quel danger auquel on est confronté. OK? Donc, ensuite, identifier les personnes qui sont exposées. Potentiellement, les personnes qui sont exposées vont être notamment les travailleurs, les équipes de maintenance donc, ou d'entretien, les visiteurs et aussi certains groupes spécifiques, par exemple, auxquels il faudra particulièrement faire attention vis-à-vis du niveau de risque. D'accord? OK. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Comme tout à l'heure, je vous disais, l'évaluation des risques va se faire certainement de deux manières. Soit vous faites l'évaluation des risques de façon quantitative, soit vous faites l'évaluation des risques de façon qualitative. Seulement, de plus en plus, l'évaluation des risques de façon qualitative n'est pas suffisamment pertinente parce que ça, c'est beaucoup plus subjectif. Ça se base. Donc, le risque peut être décrit qualitativement en utilisant les mots tels que très élevé, moyen et faible seulement, ou même insignifiant. D'accord? Seulement, le problème avec ça, c'est que ces mots-là signifient différentes choses en fonction donc, de la personne. Moi, je peux considérer quelque chose qui est élevé, et vous, par contre, vous pouvez considérer que ce n'est pas élevé en fonction donc, de votre expérience, en fonction de votre vécu, en fonction en tout cas, de votre croyance également. OK? Donc, ça fait que c'est subjectif. Au moment où je peux dire élevé, toi, tu peux dire moins ou peut-être tu peux dire très faible. Et l'habitude donc de prendre des exemples, par exemple. Et c'est pas pour ceux qui sont à Abidjan ici, par exemple, ils savent qu'on a des quartiers comme Abobo, on a aussi des quartiers comme Cocody. Cocody, je prends le golf, par exemple. OK? Un enfant qui est né là-bas, et puis il va voir, cet enfant-là va voir pour la première fois une personne qui a piqué avec un petit couteau quelqu'un dans le marché de Gwenta, dans le marché d'Abobo, là. Et pour lui, ça sera tellement traumatisant parce qu'il va dire que c'est vraiment très, très grave. Sachant qu'un enfant qui est né et grandi à Bobo va dire, mais lui, il a eu la chance. Vraiment, il a touché avec un petit truc rapidement, d'accord? En fait, au vu donc, de l'environnement dans lequel vous avez grandi, votre expérience notamment, votre croyance et tout, ça fait que on peut avoir des avis différents par rapport à un élément donné. Donc, si par exemple, on dit le risque il est important, voilà. Donc, ce qui fait que de plus en plus, donc, cette forme donc, de cotation-là, c'est vraiment pas assez objectif. Ce n'est pas assez objectif. Et donc, du coup, donc, vous voyez, donc ça, c'est un exemple, par exemple. Gravité, léger, mineur, bénin, majeur, sévère, bon, OK. Et probabilité possible. Donc, ça, c'est vraiment délicat. Voilà, c'est vraiment délicat parce qu'on peut avoir des avis différents. Donc, de plus en plus, c'est l'approche quantitative, en fait, qui est beaucoup plus utilisée. Et l'approche quantitative, là, donc, elle consiste à décomposer le risque en deux composantes principales et de définir chacune séparément. Donc, séparément, par la suite, il y a une substitution de mots par des scores. Une substitution de mots par les scores. OK? Et qu'est-ce qui se passe en tant que tel? C'est que, par définition, on le sait, puisqu'on a dit que le risque, c'est une combinaison donc, de la probabilité et de la gravité. Alors, on va dire que le risque égale la probabilité fois la gravité. Seulement, ce qu'il faut noter là, il s'agit bel et bien du risque brut. Donc, le risque brut égale la probabilité fois la gravité. OK? Maintenant, il y a plusieurs matrices d'évaluation des risques. Vraiment plusieurs. Donc, il n'y a pas de type de matrice figée ou universelle qui dit que, bon, OK, voilà ce qu'on va utiliser comme matrice. Il y en a de plusieurs. Donc, l'entreprise dans laquelle vous êtes
Donc, vous devez décider de quel type de matrice vous utilisez. Le plus important dans l'évaluation des risques, ce n'est pas la matrice. C'est beaucoup plus la procédure qui explique comment est-ce que vous allez tenir compte de chaque risque et que vous allez les évaluer. C'est ça le plus important. Donc, on peut avoir plusieurs procédures d'évaluation qui varient suivant l'autre, mais c'est la procédure d'évaluation qui va expliquer notamment le type de matrice que vous allez utiliser, notamment ainsi que les critères relatifs à chaque composant, donc notamment du risque. D'accord? Donc, c'est ainsi que vous pouvez voir, par exemple, donc, des cotations allant de 1 à 5, allant de 1 à 4, allant même de 1 à 3, mais aussi des probabilités allant de 1 à 4 ou à 5. Donc, les matrices peuvent ne pas être carrées. Ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, la gravité, peut-être qu'il y a 4 entrées, et aussi la probabilité, peut-être qu'il y a 5 entrées. Ça peut exister, il n'y a pas de problème. OK? Le plus important, c'est quels sont les critères que vous avez donnés à vos risques. C'est ça le plus important. Donc, voilà. Donc, une fois que. Donc, nous, par la suite, on va utiliser l'approche quantitative. OK? Donc, l'approche quantitative, comme on l'a dit, le risque, il y a deux composantes. La première composante, c'est la probabilité, et la seconde composante, c'est la probabilité. Donc, la probabilité et la gravité. Donc, on va maintenant essayer donc de donner des notes à notre risque ici, enfin, disons, à nos probabilités ici. Supposons que dans un environnement donné, on considère que les risques qu'on va identifier, par exemple, à une exposition notamment très rare. Donc, nous, dans notre description, on va dire que très rare, par exemple, consiste ou du moins le critère relatif au très rare, c'est un événement qui peut arriver notamment de façon exceptionnelle, ou du moins ça s'est jamais produit. Donc on envisage. Donc je prends par exemple le chute de hauteur. Le risque de chute de hauteur, par exemple, c'est quelque chose certainement dans mon entreprise, ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit, mais vu qu'on travaille en hauteur, on peut l'envisager, par exemple. D'accord? Et si effectivement je suis dans un cadre tel, alors peut-être en ce moment-là, je vais donner la note, ou du moins, oui, la note 1 à ma probabilité qui consiste à dire que ce risque-là, il est très rare en termes de probabilité. Donc, la probabilité, je vais essayer de prendre un exemple pour mieux expliquer la probabilité, ce que c'est. Supposons que vous avez un électricien, ou du moins un soudeur qui a une meuleuse. Donc, les meules, c'est ce qu'on prend souvent pour meuler ou couper des objets qu'on appelle ça, en fer ou quelque chose comme ça. OK? Et donc, il y a une personne qui a, ou du moins, enfin, il y a deux soudeurs. Il y a une qui a une meule avec des câbles dénudés et il y a l'autre qui a une meule, notamment propre, nouveau. Et ici, vous allez comprendre que celui qui a les câbles, par exemple, dénudés, il y a plus de chances qu'il se fasse électrocuter ou électrochoquer, on va dire ça comme ça, d'accord? Ou électriser, parce que déjà son câble est dénudé, d'accord? Donc, il y a plus de chances pour que. Donc, en fait, c'est ça, la probabilité, c'est plus de chances. C'est comme, par exemple, si je manipule, par exemple, un produit chimique, moi qui manipule un produit chimique quasiment tous les jours, et mon collègue qui vient, par exemple, de façon sporadique, il vient et il utilise le produit un jour ou bien, en tout cas de façon, et puis en plus, dans un temps limité, celui-là, il est moins, enfin, la probabilité pour qu'il puisse être victime donc d'une intoxication par rapport au produit, c'est plus faible par rapport à moi qui utilise le produit tous les jours. Donc, c'est un peu ça en fait, qui définit notamment la notion de probabilité. Donc, c'est ainsi que vous allez peut-être trouver que, par exemple, vous avez un risque qui va être
notamment pour la probabilité ou la fréquence. La probabilité et la fréquence d'apparition, c'est pareil. Même s'il y a une petite nuance, mais c'est pareil. D'accord? C'est pareil. Maintenant, supposons que vous avez dans votre organisation, dans votre entreprise, vous définissez donc de tels critères. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends un risque donné, quel que soit le risque, d'accord? Et je dis, bon, OK, si jamais ce risque-là, l'accident qui peut se découler donc de ce risque ne s'est jamais produit, d'accord? Alors, je vais considérer le risque comme étant de façon exceptionnelle. Mais ça peut arriver parce qu'il n'y a jamais de zéro risque. Donc, par rapport à la probabilité, je vais dire, bon, OK, c'est un événement qui est très rare. Et donc, du coup, je donne la note 1. OK? Donc, rare, ça veut dire que ça se fait quand même, l'événement se produit ou peut se produire de façon annuelle parce que ça s'est déjà peut-être produit, mais de façon annuelle, on peut considérer que bon, ben, le niveau de risque est, enfin, disons, le niveau de probabilité est égal à 2. Lorsque l'événement se produit, notamment presque de façon, dans les conditions normales, hein, mais presque de façon mensuelle ou de façon hebdomadaire, je peux lui donner la fréquence, pardon, je peux lui dire que ce risque-là, c'est fréquent, notamment la valeur 3. Et lorsque c'est vraiment de façon routinière, que ce soit l'exposition ou le fait que le risque se répète, parce qu'il y a deux types de risques, parce que ici c'est un atelier pratique, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a deux types de risques. En fait, il y a les risques qu'on appelle les risques accidentels et il y a les risques qu'on appelle les risques chroniques. Donc, selon leur impact, les risques chroniques vont être tout ce qui est, en fait, tout ce qui est exposition, mais qui ne vont pas entraîner notamment de conséquences immédiates. C'est comme par exemple exposition à un produit chimique, les risques de vibration, les risques de bruit, des trucs comme ça. D'accord? Le plus souvent, les conséquences, vous allez les ressentir bien plus tard. Souvent même, souvent même, vous n'êtes plus en entreprise et vous allez peut-être constater les effets plus tard. Il y a d'autres personnes, même pendant qu'ils sont à la retraite, c'est maintenant qu'ils vont constater. Donc ça, ce sont les types de risques qu'on appelle les risques chroniques. Mais dans tous les cas, quand c'est risque chronique, vous prenez compte, vous tenez compte justement de l'exposition simplement. Donc, plus quelqu'un qui est exposé, notamment de façon routinière, la probabilité est élevée, beaucoup plus élevée avec cette personne-là, évidemment. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un risque accidentel, comme par exemple les chutes d'objets, les chutes de hauteur ou les risques de coupure, écrasement et tout ça, vous allez tenir compte justement du fait que ça s'est produit ou pas, ça s'est jamais produit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais dans tous les cas, ça fait la probabilité ou la fréquence d'exposition. Très bien. Donc, c'est comme ça qu'on va faire pour déterminer nos probabilités plus tard quand on sera en train de faire l'exercice tout de suite. Maintenant, la gravité, ça sera plus ou moins pareil. Donc, si vous avez des questions, il faut le poser, hein, parce que quand on sera en train de faire la phase pratique, bon, ben, on ne va pas vous attendre. On va aller à l'essentiel. Donc, la gravité, c'est pareil. C'est pour ça que lorsque vous êtes en train de déterminer, par exemple, le taux de gravité dans votre entreprise, on va vous dire que le taux de gravité va se calculer en fonction du nombre de jours perdus divisé par le nombre de travaillés multiplié par 1000. Donc, on va dire nombre d'heures perdues par millier d'heures travaillées. Donc, ça, pour dire que la gravité va se faire en fonction de disons, du temps que vous allez perdre lorsque vous êtes victime d'un accident, d'accord, et ou du nombre de victimes et ou également de votre capacité ou incapacité à travailler plus vite ou plus tard. D'accord? Et donc, votre gravité, la gravité, ce n'est rien d'autre que l'estimation, la qualification du dommage. Supposons que je fais une chute de hauteur. Paf, je tombe. OK? Et la gravité ici, c'est rien d'autre que il y a quelqu'un qui va dire ah non, le monsieur il a chuté, c'est grave. Quand on dit c'est grave, ça veut dire que on est en train de qualifier le dommage. C'est-à-dire qu'il a cassé la tête, par exemple, ça va peut-être lui coûter des soins euh, dans une clinique extérieure ou bien ceci ou cela, d'accord? Donc la gravité va qualifier votre dommage. Le dommage, il est important, il est moins important, il est bénin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça la gravité. OK?
Donc, mineur, donc si on considère que la gravité est mineure dans le cadre de ce que nous, on a choisi, parce que je vous dis que ça varie. Il n'y a pas de grille standard ou universelle. Voilà. Donc, gravité mineure, dans notre cas, ça correspond à des premiers soins. Les premiers soins sont tous les bobos, donc tout ce qui est atteinte à la santé, mais pouvant être traité rapidement à l'infirmerie du chantier et ou à travers les trous de secours. En fait, ce sont des égratignures et autres. Et après, vous revenez dans votre boulot. OK? Après, vous avez également, bon, moi je considère que majeur, ça veut dire que blessure avec arrêt. Maintenant, ici, vous pouvez aussi, il y a d'autres, par exemple, ils vont dire ils vont avoir des grilles avec jusqu'à 5 entrées. Mineurs, ils vont dire c'est premiers soins. Peut-être, bon, majeur, il peut par exemple dire que c'est blessure sans arrêt. Et après, grave ou, en tout cas, bon, ici, dans le cas de ce que nous sommes en train de voir, c'est 4 entrées. 4 entrées pour la probabilité, 4 entrées pour la gravité. C'est comme ça. Maintenant, majeur, blessure avec arrêt. Grave, incapacité permanente partielle. Blessure avec arrêt, ça veut dire que tu as été victime d'un accident. Et donc, tu as perdu presque, c'est-à-dire le lendemain. Par exemple, tu es blessé à 10 heures. On t'a envoyé à l'hôpital, tout et tout. On t'a soigné, tout, tout. Mais tu n'as pas pu revenir avant 10 heures de la semaine, non, je veux dire, du jour suivant. Parce que tant qu'on n'est pas à 24 heures, si jamais vous revenez à votre poste, alors vous êtes dans un accident peut-être sans arrêt, mais ce n'est pas avec arrêt. L'arrêt commence à partir de 24 heures. Lorsque vous êtes dans une incapacité de 24 heures, automatiquement, on a accident avec arrêt. Donc, le nombre de jours d'arrêt va commencer à partir de 24 heures. OK. Donc, ça, c'est accident avec arrêt. Grave, incapacité partielle, permanente partielle. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes dans l'incapacité donc, de travailler pendant 2 jours. Et après, on va vous soigner, vous allez vous remettre, par exemple. Et lorsque catastrophique ici, ça va être incapacité permanente totale. Ça veut dire que si vous avez une membre coupé de façon définitive, c'est-à-dire que vous êtes devenu manchot, par exemple, parce que c'est coupé de façon définitive. C'est ce qu'on appelle incapacité permanente ou décès. Donc là, on dit c'est catastrophique, on va donner ça. OK? Donc, une fois que vos grilles, vos entrées de probabilité et gravité sont définies, les critères sont bel et bien définis dans votre procédure, c'est suivant ça maintenant que vous allez faire vous allez estimer vos différents risques auxquels vous êtes exposés. Okay? Et donc, quelle est la formule qu'on va utiliser? C'est le risque brut, comme je vous ai dit, égal à fréquence ou probabilité fois gravité. Donc, on va utiliser ici une matrice donc, de 4 x 4 pour visualiser le risque brut. D'accord? Et on va interpréter donc les différents scores. Donc, selon que le score est élevé ou le score est moins élevé. OK? Donc, ça va donner un truc comme ça. Donc, vous avez notamment la fréquence ou la probabilité. Donc, il va être très rare suivant ce qu'on a défini plus haut. Donc, ça fait 1, rare, 2, fréquent, 3 et très fréquent, 4. Mineur, majeur, grave, catastrophique, par exemple. Donc, ça, c'est le risque brut de la fréquence fois gravité. Maintenant, comment est-ce que la grille ici est remplie? Comment est-ce que c'est rempli? C'est probabilité ou fréquence multiplié par gravité à chaque échelle. Donc, si je prends par exemple 1, je fais 1 fois 1, ça me donne 1. Je fais 1 fois 2, ça me donne 2. Je fais 1 fois 3, donc le 1 de la probabilité ici, là, je multiplie par la gravité, ici, qui est 3, ici, ça donne 3. 1 fois 4, ça donne 4. Je viens ici encore, je fais 2 fois 1, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 4, ça donne 8. D'accord? Donc, comme ça qu'on va faire jusqu'à remplir ce tableau-là. Donc, vous voyez que c'est 4
fois 4, en fait, qui donne 16. Donc, c'est le risque ultime ici. OK? Maintenant, les codes couleurs qui sont à l'intérieur, c'est vous qui définissez. D'accord? C'est vous qui définissez vos différents critères. Donc, juste un peu en bas, ou du moins un peu plus haut, enfin plus bas, ou du moins dans la suite, je vais vous expliquer un peu comment est-ce on a défini ces critères-là. OK. Donc, une fois que vous avez donc, votre matrice à 4 entrées de probabilité de gravité, vous allez maintenant tenir compte de ce qu'on appelle les mesures existantes. On les appelle soit les maîtrises ou les couvertures. Ça veut dire que dans votre entreprise, vous ne pouvez pas faire une évaluation des risques sans tenir compte des dispositions existantes. Donc, vous allez calculer le risque brut, certainement, qui va faire probabilité fois gravité. Donc, on l'appelle probabilité brute fois gravité brute. Mais vous devez tenir compte des mesures existantes. Et les mesures existantes vont être particulièrement de 3 ordres. Il y a ce qu'on appelle les mesures techniques qui vont consister à s'appliquer directement au danger, soit de le supprimer, soit de le minimiser. D'accord? Donc, c'est ainsi, par exemple, pour tout ce qui est dispositif d'arrêt automatique, par exemple d'une installation. Par exemple, il y a une anomalie, pas automatiquement, il y a un dispositif d'arrêt automatique, par exemple. D'accord? Ça rentre dans la technique. Et aussi, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne sais pas, pour ceux qui, par exemple, qui font le gonflage donc, de pneus, par exemple, dans le truc, ils créent notamment des cages à pneus pour pouvoir gonfler dedans. En fait, c'est c'est le pneu qui est en train d'être gonflé qui constitue le risque parce que ça contient de l'air, c'est sous pression. Vous le mettez dans une cage et du coup, vous l'isolez. En fait, c'est un confinement en fait, du danger qu'on fait, plus ou moins. D'accord? Donc, toutes ces techniques donc, qui rentrent dans ce sens-là constituent ce qu'on appelle les mesures techniques. Tandis que les mesures organisationnelles donc, vont être tout ce qui est procédure, tout ce qui est instruction. D'accord? Tout ce qui est instruction et tout ce qui est documentation, en tout cas relative, qui permet justement de montrer et de dire, ça peut être l'exemple des modes opératoires, tout ça, c'est ce qu'on appelle les mesures organisationnelles. D'accord? Et après, vous avez ce qu'on appelle les mesures comportementales ou mesures humaines, qui s'appliquent directement à l'homme. D'accord? Donc, en d'autres termes, les deux premiers là vont être ce qu'on appelle les mesures collectives et tandis que ça va être ce qu'on appelle les mesures individuelles, en d'autres termes. Donc, pour ceux qui connaissent ça également. Donc, ceux-là aussi, il faut les estimer. Donc, il faut appliquer notamment des valeurs pour ceux-là, pour les mesures techniques, pour les mesures organisationnelles et pour les mesures comportementales ou mesures humaines ou individuelles qui existent déjà dans l'entreprise. C'est ainsi que vous allez, par exemple, vous dire que, bon, comme je vous dis, c'est toujours un exemple. Il y a des panoplies donc, de méthodes qu'on peut appliquer. Des panoplies de méthodes. Hein, voilà. Il y a par exemple la méthode Diderot qui existe. Par exemple, qui est une méthode que j'affectionne particulièrement aussi. Mais ici, supposons que il n'y a aucune mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mesure par rapport à un risque donné. Hein, par rapport à un risque donné, l'entreprise n'a pas encore prévu, ou du moins n'a pas prévu donc, des dispositions techniques, des dispositions organisationnelles et même des dispositions humaines. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'y a aucune couverture ou il n'y a aucune maîtrise existante, ce qui va faire que votre risque sera multiplié par 1. D'accord? Ça veut dire que le risque brut sera égal au risque résiduel. OK? Vous avez faible maîtrise, ça veut dire qu'il y a au moins l'une des dispositions, c'est-à-dire qu'il y a les dispositions techniques qui sont en place. Alors, vous allez multiplier par 0,7. Si par exemple, il y a au minimum une bonne maîtrise où il y a deux dispositions qui existent, comme par exemple une disposition organisationnelle et une disposition technique, alors vous allez multiplier par 3, enfin disons par 0,4. Mais quand par exemple votre maîtrise est totale, ça veut dire que vous avez pris en compte, l'entreprise a pris en compte et les dispositions techniques et les dispositions organisationnelles et les dispositions humaines ou comportementales, alors vous allez multiplier le risque par 0,1, ce qui correspond notamment à diviser le risque par 10 pratiquement. OK?
Voilà. Et là, du coup, vous allez toujours utiliser votre matrice pour pouvoir visualiser ce qu'on appelle le risque résiduel. Parce que c'est ça qu'on appelle le risque résiduel. Le risque, quand on dit non, c'est quoi le risque de la probabilité pour la gravité? Oui, c'est vrai. Mais dans l'évaluation des risques ou dans la mise en place de votre document unique, vous êtes obligé donc de tenir compte de ce qu'on appelle les risques, enfin disons la maîtrise existante. Et par conséquent, donc vous allez avoir ce qu'on appelle les risques résiduels. Et c'est souvent le risque résiduel que vous allez décider maintenant de, vous allez décider si oui ou non il y a une action qui est nécessaire. Et à chaque fois qu'une action est nécessaire, alors vous identifiez donc la nouvelle action. D'accord, très bien. Et donc, le risque résiduel n'est rien d'autre que le risque brut multiplié par le taux de couverture ou la maîtrise. OK? Et après, vous avez l'interprétation, donc, notamment des niveaux de risque en fonction de votre grille. Normalement, ça va nous donner un truc comme ça. Mais les couleurs seront pareilles. Ça va nous donner un truc comme ça. Voilà. Vous avez le risque résiduel multiplié par risque brut, enfin, le risque résiduel qui est égal à risque brut multiplié par couverture. Vous êtes obligé de faire ça. Mais tout le monde n'a pas la même méthode donc, de calcul, notamment ou du moins de prise en compte de la maîtrise. Donc, il y a des panoplies donc, de méthodes. C'est pour ça que les formations que les ateliers pratiques que nous avons commencé là, aujourd'hui, il y a un peu de théorie parce qu'il faut déjà qu'on sache ce sur quoi on s'aventure. Voilà, mais il y a d'autres méthodes également que je vais vous présenter les jours à venir. Parce qu'il y a plusieurs méthodes. Et c'est à vous maintenant de voir, en tant que responsable HSE ou HSE, peu importe, de définir la méthode qui vous sied le mieux et adaptée, qui est aussi adaptée à votre entreprise afin de pouvoir faire votre évaluation de risque. Très bien. Donc, ah là là, il y a quelque chose qui manque ici. C'est 2 et puis un. Voilà. Oh là là, il y a des appels. Donc, vous avez ici le risque brut, en fait, qui commence de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et puis 16 et taux de couverture qui commence par 0,1, 0,4, 0,7 et puis 1. Donc, à chaque fois, quand je vais multiplier ça par ça, je vais, ça par ça, je vais obtenir la même, disons la note. L'intersection, c'est ça et ça, l'intersection, c'est ça. D'accord? Rappelez-vous, hein, quand il dit le risque brut, là, c'est ça, hein, voilà, c'est ici. Voilà. Ouais, non. Il y a un. Il y a deux. Ah, désolé, hein. C'est vrai que ma connexion avait pris un coup là. Oh là là, je vais essayer de changer de connexion rapidement. Ok, très bien. Donc, on va dire. Ok, donc vous allez avoir une matrice comme ça après avoir appliqué ce qu'on appelle les mesures existantes ou la couverture existante et ou la maîtrise de point. Ok, très bien. Donc, une fois que vous avez ça, on va interpréter maintenant les couleurs. Les couleurs, ici, par exemple, vous avez le risque couleur verte, ça veut dire que le risque il est acceptable. OK? Donc, le risque acceptable, donc c'est risque léger. Le risque est réduit à un niveau donc, plus bas. Donc, ce qu'on va vous demander maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle maintenir la surveillance et le contrôle. Ensuite, vous avez jaune, le risque il est modéré. Donc, le risque doit être réduit. À partir du moment où donc, ici, le risque est inférieur à 2. Hein. Vous voyez, non? Le risque ici, il est inférieur à 2. Dans le cas de risque acceptable, il est inférieur à 2. D'après notre grille. Voilà. Après, vous pouvez dire, vous pouvez vous organiser dans votre entreprise pour dire que quand mon risque est inférieur à 1, par exemple, c'est là que je vais l'accepter comme risque acceptable. On voit rien sur l'écran. Ah, merci.
Ah, bah, je ne sais pas, les autres aussi, là, ils ont peur de parler. N'ayez pas peur, les gars. Donc, merci, monsieur Yao. Les gars, je vous ai dit, c'est interactif. D'accord? Et posez les questions. Il y a pas de problème. Et donc, vous avez ici, là maintenant, ça va, non, je crois. Bon, ok. Bon, ben, écoutez. Ça, vous avez l'écran maintenant ou pas? Oui, oui, c'est bon. Super, super. Donc, le risque modéré va être, donc, doit être réduit. Donc, en fait, risque compris entre 2 et 4. OK? Risque compris entre 4 et 9. Donc, ça, c'est mon risque acceptable. Et donc, ça veut dire c'est urgent. Le risque doit être réduit ou supprimé et le plus tôt possible. Donc, action à programmer. Mais quand, par exemple, on se retrouve dans la zone rouge, ça veut dire que l'action corrective est immédiate. Il faut agir très rapidement, d'accord? Et l'activité doit être cessée jusqu'à ce que le risque soit réduit. Donc, des mesures doivent être prises, ou du moins mises en place immédiatement. Ici, on va programmer les mesures. Ici, on va privilégier les solutions économiques parce que le risque dans tous les cas est modéré. Donc, on va essayer de voir quelles solutions beaucoup plus économiques on va mettre en place. Et quand c'est dans le vert, alors le risque, il est à surveiller de près et à maintenir. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de présenter. C'est la base, c'est une procédure qui explique les critères. Donc, cette procédure-là, vous la faites valider par la direction, par tous les acteurs. À partir du moment où la procédure est validée, c'est elle qui sera mise en application par rapport à l'évaluation de vos risques. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas je veux dire, de matrice, comment dire, universelle. Il n'y en a pas. OK. Donc, ceci étant dit, il faut dire que, en termes de plan d'action, c'est de déterminer déjà si le risque résiduel est significatif ou pas. D'accord? Et si le risque résiduel est significatif, alors on va identifier l'action qui prévaut. Donc, on va créer notamment un plan d'action détaillé par rapport à ça. On va hiérarchiser donc ces actions-là selon leur importance et planifier justement l'action. Pour le plan d'action, on aura ici les détails de l'action à mettre en place, les responsables, les délais et aussi les critères d'efficacité aussi. D'accord? Maintenant, les actions doivent suivre ce que je suis en train de vous présenter. L'élimination, ça s'appelle la hiérarchie de contrôle. Hein. Un peu, vous avez l'élimination, vous avez la substitution, après vous avez les dispositions d'ingénierie, et après vous avez ce qu'on appelle les mesures individuelles ou les EPI. Ça s'appelle la hiérarchie de contrôle. Je ne sais pas si, donc, selon la 45001, la ISO 45001. Donc, vous avez élimination, substitution, vous avez le contrôle, enfin, disons, contrôle d'ingénierie, ce qu'on appelle aussi tout ce qui est disposition donc, de protection collective et tout ça. Parce que normalement, il y a une autre ici qu'on appelle mesure administrative. Mais ici, tel que j'ai présenté, il fait partie d'ici. C'est ici. C'est modifier l'équipement ou le processus. Donc, ça fait partie ici. D'accord? Mais sinon, la hiérarchie, c'est supprimer ou éliminer. Ensuite, c'est substituer. Ensuite, vous avez les mesures d'ingénierie. Après, vous avez les mesures administratives qui consistent donc notamment les procédures hautes. Et après, vous avez tout ce qui est EPI, donc mesures individuelles. OK? Voilà. Donc, normalement, l'ensemble de vos actions doivent suivre cette logique-là. Donc, votre document unique ou bien vos registres donc, de risque là doivent pouvoir suivre ça. On doit avoir l'activité ou la zone que vous avez évaluée, ainsi que les dangers importants, les personnes qui sont exposées, l'estimation donc de la probabilité de la gravité, ainsi que les mesures donc les mesures existantes. Ensuite, vous avez le plan d'action, d'accord? Et en quoi ça va correspondre ce truc-là? Je vous 2 secondes, ça va correspondre à quelque chose de ce genre. Tac, tac, tac. Ça va correspondre à quelque chose.
Voilà, ça va correspondre à quelque chose de ce genre. Donc, je vais effacer tout ce qui est dedans là. Voilà, très bien. D'accord? Comme je disais tantôt, si vous devez par exemple faire un peu tout ce qu'on vient de voir là, on va commencer à faire autre chose. Donc, vous avez identifié la zone dans laquelle, ou du moins si c'est une zone, ou bien si c'est un poste de travail, ou bien si c'est une activité, vous allez définir ça. Vous allez définir ça ici, donc dans la partie poste de travail ou zone, vous allez identifier, parce que vous pouvez commencer votre identification par zonage. C'est-à-dire que vous prenez par exemple l'atelier. L'atelier, vous allez identifier notamment les tâches à risque, éventuellement les personnes exposées, les dangers, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez aussi commencer par l'activité X. Par exemple, vous pouvez commencer votre identification de risque par l'activité de soudure, par exemple. Et ici, par exemple, vous allez mettre la soudure. Soudure, et puis vous allez continuer. OK? Ou du moins, pour ça, juste n'importe quoi. Ça dépend. Mais la zone, la tâche à risque, la personne qui est exposée, en général, la personne qui est exposée, si par exemple c'est une activité de soudure qu'on est en train de faire, alors on va considérer, comment on appelle ça, le soudeur comme étant là où les personnes exposées, s'il y a plusieurs soudeurs. Mais il arrive également qu'il y a aussi les personnes intéressés qui sont exposés, ou du moins les parties intéressées. C'est-à-dire que c'est vrai, ceux-là, ils n'interviennent pas directement dans l'activité ici, mais ça peut être des visiteurs, ça peut être des collègues, ça peut être d'autres personnes qu'il faut identifier également. D'accord? Donc, suivant donc, la grille que je suis en train de vous présenter. D'accord? Vous avez également le danger. Donc, dans la tâche à risque, là, vous allez déterminer le danger correspondant, la source de danger si possible, sinon ce n'est pas, c'est pas obligatoire. Mais c'est important donc aussi parce que mieux vous maîtrisez, mieux vous avez beaucoup d'informations par rapport au risque, mieux vous êtes en mesure justement de déterminer les mesures les plus efficaces. Après, vous allez identifier la situation dangereuse. C'est quoi, c'est quelle activité ou quelle situation en fait qui est dangereuse. En fait, la situation dangereuse, ce n'est rien d'autre que l'exposition au danger ou à la source de danger. Donc, vous devez décrire la situation dangereuse correspondante par rapport au risque en question. Et si éventuellement il y a un facteur humain qui peut être à l'origine, en général, les facteurs humains, c'est tout ce qui est maladie, compétences, erreurs, stress, machin, fatigue, tout ça. Vous allez l'identifier aussi si nécessaire. Et après, vous allez identifier le risque associé, la famille donc, de risques associés. Bon, partie intéressée, vous allez expliquer ce que c'est. Et puis, vous allez déterminer votre fréquence ou la probabilité. Et vous allez dire fréquence ici et probabilité, c'est pareil. Et donc, la gravité, vous allez définir également. Donc, bon, ça, c'est un fichier qui est déjà automatisé. Hein. Voilà, donc, vous avez déjà les trucs, il faut choisir seulement. Voilà, il faut choisir seulement. Ensuite, vous avez le risque brut. Et lorsque vous avez le risque brut, alors vous allez vous poser la question maintenant, c'est quoi la valeur du risque brut? Parce que si le risque brut est inférieur à 2, ça veut dire que vous êtes dans la partie donc, de votre affaire qui est la partie de... Ça veut dire que vous êtes ici. Voilà. Voilà. Si le risque est inférieur à 2, ça veut dire que vous êtes dans le vert. OK? Donc, si le risque ici n'est pas supérieur à 2 automatiquement, on va identifier ce qu'on appelle le taux de couverture. Le taux de couverture, c'est soit moyen organisationnel seul qui existe, ou bien c'est les deux qui existent, ou bien c'est les trois moyens qui existent. Voilà, il s'agit donc de mesures techniques, mesures organisationnelles et mesures humaines. Donc, vous allez décrire quelles sont ces mesures techniques, quelles sont les mesures organisationnelles. Vous allez décrire ici pour qu'on sache qui existent. Hein, ça, c'est la partie existante. Ça, c'est ce qu'on appelle la couverture. OK? Ensuite, automatiquement, vous allez faire le produit de risque brut multiplié par le taux de couverture qui est ici. Et vous avez ça. Est-ce qu'il y a nécessité d'action? C'est oui ou non? Voilà, s'il y a nécessité d'action, vous mettez oui. S'il y a nécessité d'action, vous mettez non. OK? Ensuite, vous allez identifier l'action dont on vient de voir. Il s'agit de quelle action, quelle nouvelle action que vous devez implémenter pour maîtriser notamment le risque. D'accord? Donc, cette nouvelle action, normalement, une fois qu'elle est mise en œuvre, vous devez maintenant réévaluer votre risque pour voir son impact. Vous devez réévaluer.
réévaluer, c'est-à-dire que vous allez appliquer pour dire que, bon, OK, la nouvelle mesure va permettre de réduire la probabilité de temps de ceci, de machin, tout et tout. OK? Et puis aussi, vous avez, parce que chaque nouvelle action, peut-être, ça peut vous permettre justement d'avoir des opportunités. D'accord? Il y a quelle opportunité qu'on peut saisir à travers notamment cette nouvelle action? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un risque, il faut aussi dire qu'il y a une opportunité quelque part. D'accord? La prise en compte de ce risque-là nous permet notamment certainement de tirer profit notamment d'une opportunité quelconque. OK? Très bien. Donc, c'est avec cette grille-là que nous allons peut-être continuer notre aventure. Oui, il y a quelqu'un qui a posé une question. Tac, 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 tac. Je vous ai pris en cours. C'est quoi, s'il vous plaît, le risque brut? D'accord, très bien. Le risque brut, c'est le risque qui est simplement égal à probabilité fois gravité, sans tenir compte, dans un premier temps, des dispositions existantes. Je dis n'importe quoi. Par exemple, vous êtes en train de travailler en hauteur. Vous avez des gars qui travaillent en hauteur. Et notamment, si vous prenez par exemple le risque de chute de hauteur, par rapport à la par rapport à la cotation dont on s'est dit ici, par exemple, voilà, vous allez déterminer la fréquence ou la probabilité ici. D'accord? Vous savez que, ouais, ok, je vais finir de répondre à ça d'abord. Donc, par exemple, vous avez le risque de chute de hauteur qui est là. Le risque de chute de hauteur, vous savez que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel chez vous. Ça ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que l'accident qui est en fait le risque de la chute de hauteur, là, ça ne s'est jamais produit et c'est vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, vous allez nous donner la probabilité peut-être égale à 1. Jusque-là, on n'a pas encore tenu compte des mesures existantes qui existent. D'accord? C'est soit le risque, c'est quelque chose qui survient plus souvent, ou soit, comme je vous ai dit, il y a deux types de risques. Vous avez les risques qui vont avoir des conséquences, enfin, vous avez les risques accidentels et vous avez les risques chroniques. Les risques chroniques, c'est c'est toute exposition à un danger ou à une source de danger dont les conséquences ne sont pas immédiates. C'est vrai que souvent, on peut avoir des conséquences immédiates, comme par exemple une exposition extrême comment on appelle ça? Au bruit, comme ça peut vous donner ce qu'on appelle des lésions. Les lésions, ça peut commencer à donner des lésions au niveau de votre tympan, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça peut être aigu à des moments donnés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, vous êtes exposé à un bruit, même si le bruit est inférieur à 85 décibels, mais l'exposition est prolongée et continue pendant des jours, des mois, des années, vous pouvez avoir des conséquences plus tard, qui peuvent être une subtilité irréversible. D'accord? Mais la conséquence, souvent, ce n'est pas immédiat. Contrairement à une chute d'objet, dès que ça tombe sur ta tête, automatiquement, c'est plein. Ou du moins, ça va vous donner, c'est du moins en poule. OK? Donc, pour vous dire que donc, les risques chroniques vont être tout ce qui est vibration, tout ce qui est bruit, tout ce qui est exposition aux produits chimiques notamment, aux poussières et j'en passe, parce que les conséquences ne sont pas immédiates. Les risques accidentels, c'est tout ce qui est risque d'origine, on va dire, risque mécanique, électrique, manutention manuelle, ça se retrouve dans chronique. Parce que quand vous faites la manutention manuelle, après, vous allez avoir donc des lombalgies ou le trouble musculo-squelettique, tout ça, c'est pas souvent immédiat. Est-ce que vous voyez? Contrairement, par exemple, à un risque mécanique où dès que vous coupez un truc rapidement, paf, le sang est là. OK? Voilà. Maintenant, quand il s'agit notamment des risques mécaniques, enfin, disons, des risques chroniques, on va plutôt considérer les fréquences pour analyser donc la probabilité. Quand je prends par exemple un risque de bruit, je serai obligé pour la probabilité, notamment de considérer la fréquence.
c'est quoi l'exposition? Est-ce que l'exposition est journalière et de façon continue? Est-ce que l'exposition, c'est de façon sporadique, enfin, c'est mensuel? Ça veut dire que moi, c'est quasiment chaque mois, je viens et j'interviens, notamment où je suis exposé à ce bruit-là, ou bien c'est vraiment de façon exceptionnelle ou annuelle, ou c'est vraiment, je ne suis jamais exposé au risque de bruit. Mais comme il n'y a pas de zéro risque, je ne vais jamais donner que la fréquence égale à zéro. Donc, on va toujours mettre la fréquence égale à 1. Voilà. Mais une fois que vous avez déterminé ça, vous avez déterminé la probabilité de la gravité et que vous multipliez, ça vous donne le risque brut. Maintenant, vous allez tenir compte maintenant des mesures existantes. Et les mesures existantes, c'est de 3 ordres. C'est-à-dire que vous avez les mesures organisationnelles, vous avez les mesures techniques et vous avez les mesures individuelles. Donc, du coup, vous allez identifier parmi ces mesures-là, celles qui existent réellement dans l'entreprise et vous allez les tenir compte justement pour pouvoir encore multiplier suivant les critères qu'on a définis pour ça, ici, là. D'accord? Donc, ça sera ce qu'on appelle le taux de couverture. Vous allez multiplier le taux de couverture multiplié par le risque brut. C'est ce qui va vous donner ce qu'on appelle le risque résiduel. C'est-à-dire le risque résiduel n'est rien d'autre que le risque qui persiste après avoir appliqué la mesure, enfin, disons, les mesures de prévention qui existent. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, hein, Ndoli. Maintenant, on dit pour calculer le risque résiduel, c'est quoi le taux de couverture? Le taux de couverture, ça varie. Il faut bien écouter. Le taux de couverture, ça varie. Le taux de couverture, vous allez déterminer le taux de couverture par rapport à ce qui existe. Et je vais vous montrer, par exemple, un exemple de taux de couverture. Voilà, je vais vous montrer l'exemple de taux de couverture. Le taux de couverture, ici, comme je vous ai dit, c'est-à-dire que si vous prenez un risque, par exemple, un risque donné, vous allez, voilà. Par exemple, quelqu'un qui travaille en hauteur, par exemple. Il travaille en hauteur et il n'y a pas de garde-corps. Il n'y a pas de garde-corps, il n'y a pas de système de rétention anti-chute, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, lorsqu'on fait, par exemple, les charpentes métalliques, on met des filets en bas de la charpente, malgré que vous avez les lignes de vie qui sont en haut, où on accroche là et tout ça. Mais quand tu chutes, automatiquement, donc tout ça sont des dispositifs techniques. Ça permet donc de retenir, d'éviter à ce qu'on chute. Donc, ça s'appelle les dispositions techniques. Les dispositions organisationnelles vont être les procédures, le mode opératoire. Comment est-ce qu'il faut travailler pour éviter de chuter? Donc, ça, c'est des dispositions techniques, enfin, pardon, organisationnelles ou procédurales. Vous avez les EPI comme ANER, vous avez les chaussures, des équipements et tout ça. D'accord? Et tout ça, ce sont des dispositions individuelles. Est-ce que toutes ces dispositions-là existent? Quand ça existe par rapport au risque que vous avez identifié, parce qu'il faut comprendre que ce travail-là, quand vous devez faire par exemple l'évaluation des risques, ça peut prendre minimum entre 6 et 1 an. Hein. D'accord? Parce que ça demande que vous considérez chaque risque et vous allez évaluer chaque risque. Non seulement sa probabilité, mais sa gravité, mais aussi la maîtrise qui existe déjà. D'accord? Et vous allez maintenant mettre en place la mesure, l'action, comment on appelle ça? Préventive qui est nécessaire. Et donc, tout à l'heure, pour bien te montrer comment est-ce qu'on peut déterminer le taux de couverture, on va faire l'exemple. Voilà. Sur le taux de couverture, ça varie. Ici, par exemple, ce sont voilà des exemples de taux de couverture. Ici, par exemple, mesures techniques. Parmi les mesures techniques, on peut et le taux de couverture, il faut comprendre que c'est pour chaque risque. Pour chaque risque, vous avez vous avez les dispositions techniques, vous avez les dispositions organisationnelles et vous avez les dispositions individuelles. Par exemple, ici, pour les risques mécaniques, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez, par exemple, pour les risques mécaniques, toute action qui consiste à installer des dispositifs de protection sur les machines, comme par exemple les catheters, les écrans de protection, les barrières immatérielles et tout ça, ça fait partie donc d'une mesure technique. Système de verrouillage automatique des machines pour éviter tout démarrage involontaire ou même volontaire,
Ça fait partie donc des dispositions techniques. D'accord? Si ça existe dans votre entreprise, vous devez en tenir compte. Par rapport au risque en question, vous devez en tenir compte et dire si oui ou non. Voilà. En gros, comme je vous ai dit, vous pouvez aussi partir sur la base donc, des dispositions collectives, parce que organisationnel et technique rentrent dans ce qu'on appelle collectif, et individuel va prendre tout ce qui est EPI et consorts. OK? Voilà, vous pouvez aussi raccourcir comme ça. Mais vous devez déterminer si oui ou non ça existe. Si ça existe, vous devez en tenir compte donc, dans l'évaluation de votre risque. Maintenant, comme je vous ai dit, vous allez déterminer en fonction donc, de cette grille, enfin, disons, ces critères que vous vous êtes donnés, en disant que si, par exemple, les mesures techniques, il n'y a pas de mesures techniques, il n'y a pas de mesures organisationnelles, il n'y a pas de mesures individuelles, alors le risque brut égale à risque résiduel. Parce qu'on va le multiplier par 1. Tout nombre multiplié par 1, ça fait de ce nombre-là. Donc, maîtrise faible, ça veut dire, par exemple, il y a une seule mesure, que ce soit technique, organisationnelle ou humaine, il y a une seule mesure. Automatiquement, vous allez multiplier par 0,7. Donc, s'il y a les deux mesures, vous allez multiplier par 0,4. Parce que, figurez-vous, au fur et à mesure qu'on multiplie par des valeurs inférieures à 4, enfin pas à 1, sachez que le risque est en train d'être diminué. Hein. Voilà. Donc, quand vous multipliez par 0,1 comme ça veut dire que c'est comme si vous avez divisé le risque par 10. Très bien. Donc, voilà un peu en ce qui concerne les taux de couverture. Donc, ensemble, on va commencer notre atelier avant de pouvoir faire la cartographie des risques. Donc, ça, c'est la phase la plus importante et j'ai vu tout le monde a participé. Si on ne participe pas aussi, bon, ben, écoutez, c'est pas de problème. Je fais mon affaire et puis, on va aller. Maintenant, on peut utiliser cette grille, enfin, disons ce canevas-là, et toujours en se basant sur ces critères-là dont on a défini un peu plus dans notre tableau. Donc, ça veut dire que déjà, je ne suis même plus obligé d'aller sur la procédure parce que j'ai mis tout ce qui est nécessaire dans mon tableau. Dans mon tableau ici, vous voyez, non? Ouais, des critères, il y a des données, il y a des critères, et puis voilà. Donc, à chaque fois quand j'aurai besoin de voir les critères, je vais revenir ici pour pouvoir déterminer la probabilité, la gravité de mes affaires, mes risques. Maintenant, supposons que nous sommes dans un atelier de soudure, ou bien quelqu'un va nous donner un domaine comme ça, où on peut, ou bien une activité, ou bien je ne sais pas quoi. On va déterminer les risques, et puis on va essayer de voir comment on évalue. Maintenant, s'il n'y a personne, moi aussi, j'ai donné mon truc. On prend une activité, et puis on va déterminer les risques pour pouvoir faire, remplir par exemple ce tableau-là. Et après, on va faire la cartographie des risques. Donc, la cartographie des risques, il y en a aussi de plusieurs trucs. Je vais vous montrer quelques éléments aussi. Quelqu'un peut nous aider? Non? Bon, OK. Très bien. Bon, on va sur la base donc dans un atelier de soudure, par exemple. Dans un atelier de soudure. Donc, dans un atelier de soudure, qu'est-ce qu'on peut y avoir? Quels sont les risques potentiels qu'on peut avoir? Ou du moins, on va dire atelier de soudure. Je vais mettre ici atelier de soudure. Atelier de soudure. Quelles sont les tâches? Dans un atelier de soudure, quelles sont potentiellement les tâches qu'on peut trouver dans un atelier de soudure? Si vous ne parlez pas, on ne va pas avancer en tout cas. Allô? Oui, M. Ouattara, Le allez-y. mélange. Le Le mélange. ménage. Très bien. Le mélange, c'est une activité, c'est bien. OK, donc il y a deux possibilités. Soit on continue avec cette activité-là, cette tâche à risque-là, ou soit on peut lister presque toutes les activités. Après, on va continuer. Ça dépend de vous. Maintenant, il faut dire que pour une seule activité à risque, là, on peut identifier beaucoup de risques. Hein. Voilà. OK, comme personne exposée pour le meulage, les personnes immédiates exposées pour le meulage, il y a qui? Qui est-ce qu'on peut déterminer? Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara? Bon, OK. Il est aussi malaisé. Ouh là là. OK. Qui d'autre peut nous aider? Parce que cet exercice, si on ne fait pas
En fait, si vous ne comprenez pas, même si on passe à l'autre étape là, c'est comme si on est en train de prêcher dans le désert, les gars. Je préfère qu'on prenne une zone de travail qu'on maîtrise. Oui, mais on vous a posé la question de proposer. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Quand on choisit, vous dites que il faut proposer. Proposer une mesure que vous maîtrisez. En tout cas, moi, je maîtrise ça. Moi, je maîtrise tout ce que vous pouvez prendre comme étant truc. Maintenant, je dis n'importe quoi. Prenons par exemple un entrepôt, à l'intérieur d'un entrepôt. Un entrepôt, bon, de stockage de, je ne sais pas. Prenons un entrepôt, par exemple. Donc, il y a M. Clovis, il dit que lui, il ne maîtrise pas le domaine de studio. Maintenant, est-ce que si on prend un entrepôt ou bien si on prend, je ne sais pas quoi, donnez-nous un truc là, proposez les gars. Soyez actifs, vous êtes inactifs, les gars. Pourtant, c'est la phase la plus importante. Hein. Tout ce qui est déroulé au débat, là, c'est juste pour vous permettre donc de comprendre, pour ne pas qu'après, on ait des questions aller-retour, aller-retour. Non, il n'y a personne. OK, bon, ben, écoutez. Bon, dans ce cas, le maçon. OK, la maçonnerie. On va dire maçonnerie. On Donc, peut on prendre va le... prendre. Oui. Comment? Oui, mais Dans construction un, de on peut, chantier, dans, ça, c'est. Monsieur Soumaro, c'est Monsieur Soumaro. Monsieur Soumao, enchanté. Oui. Oui. On peut prendre le cas du laboratoire. Donc, du Bon, coup, OK. euh, Très bien. Très technicien bien. On laboratoire, on prend. peut dire. Hmm. OK, technicien laboratoire, ça va être ici, par exemple, au niveau des personnes exposées. Maintenant, on va prendre, par exemple, laboratoire. Un laboratoire, il n'y a plus de type de laboratoire. Hein. En tout cas, la personne qui va identifier son secteur d'activité et qu'on déroule, c'est la personne qui aura gagné à la fin. OK. Voilà. OK, très bien. Comme- Donc, quelles sont potentiellement les tâches, laissez à faire les tâches à ça. Quelles sont potentiellement les tâches que vous réalisez au labo, par exemple? OK, je prends le cas de... Je suis toujours là, Soumaro. Allez-y, allez-y. Oui, 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 bien sûr. OK. Prélèvement de la soude ou analyse. Ça peut être une tâche. Très bien. Donc, on met prélèvement de la soude. Vous voyez très bien mon écran, non? Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Pour que ceux qui veulent apprendre, prélèvement de la soude. C'est ça, non? Oui, oui, pour analyse. Voilà, pour analyser. En tout cas, prélèvement de la soude. D'accord? Et quels sont potentiellement, c'est le laboratin ou bien c'est pas qui? C'est le laboratin Ils ont un qui est exposé. laboratoire, oui. Laboratin. Maintenant, la soute, pour déterminer les dangers ici, il va nous falloir connaître les différentes caractéristiques de la soute. Attends, je vais faire une petite recherche donc, rapidement de la soute pour que les gens puissent savoir. La soute. Soute. On va voir. Parce que, oh là là, soute. La soute des laboratoires. Parce que mieux on connaît les caractéristiques liées au produit, on peut facilement. Mais ça doit être un truc chimique en tout cas. C'est ça, non? C'est la soude ou même c'est la soude? Ah, moi j'ai entendu C'est la soude. 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 Ah, c'est la soude. Oui, oui, la soude. La soude caustique. Ah, mais voilà, c'est la soude. Voilà. Donc en fait, c'est le NaOH. C'est ça. Très bien. Voilà, parce que là, tu allais me rendre chaud ici. Hein. Peut-être chercher soude là. Ok, très bien. Donc, dans tous les cas, c'est le laboratoire. Et si le danger, bon, le danger ici, on est d'accord que c'est la soude elle-même. Hein. On est d'accord. C'est ça. Est-ce que C'est vous êtes ça. d'accord avec ça? Voilà, en fait, le danger, c'est ce qui est susceptible donc, de causer. Donc, euh, maintenant, la. Bon, 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 ok. Bon, source de danger, source de danger, source de danger. Bon, écoutez, la source de danger, ça peut être quoi? Danger ou source de danger? Ça, là, les deux, là, je vais combiner parce que le plus souvent. Oui, allô?
Quelqu'un veut parler? Oui, vas-y. Ça trempe. Bon, on n'entend pas. OK. La source de danger. Ici, le danger, c'est la soude. La source de danger. Le danger ici. Bon. Non, ou du moins, on va. Non, plutôt la concentration. Voilà. 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 Monsieur Soumaro, Oui, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, la concentration et la soude. OK. oui, Mhm. c'est le danger. Le danger, en fait, c'est qui peut causer le dommage. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, euh, une soude, par exemple, qui est diluée, je vais dire peut-être à 100%, ou je ne sais pas, tous les 200%, je ne sais pas quoi, OK, avec de l'eau, certainement, même D'accord. quand vous allez mettre sur la peau, ça ne va rien faire. Donc, ça veut dire que plus la concentration est forte, plus C'est ça. le. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qui va faire mal, en fait. C'est comme, par exemple, pour l'électricité. L'électricité ici, le danger, en fait, c'est le courant. C'est le courant électrique. Mhm. C'est l'intensité. D'accord? D'accord. OK. Très bien. Donc, ici, le danger, c'est plus la concentration. Donc, c'est la concentration qui va faire mal. Donc, comme situations dangereuses, on peut mettre par exemple, bon, ça peut être le prélèvement, hein, ou bien manipulation, ou bien tout ce que vous voulez. Donc, manipulation de la soude, c'est ça, non? C'est ça. Peut-être Très bien. mauvaise manipulation et la soude. Mhm. Voilà. Non. Nous, que ce soit mauvaise ou pas mauvaise, à partir du moment où Mhm. Et vous ça, OK. manipulez, voilà. Maintenant, ici, comme facteur humain qui peut être à l'origine de ça, il peut y avoir plusieurs. Mais ça, vraiment, c'est pas obligé que ce soit La dans votre, distraction. dans votre grille, enfin, disons dans votre registre, hein, c'est pas obligé, dans votre document écrit, c'est pas obligé, mais ça fait quand même un plus, ok? Quels sont potentiellement les facteurs humains qui peuvent être à l'origine donc de qu'on appelle ça? Euh, d'un événement. En fait, ces facteurs humains-là, on les appelle aussi ce qu'on appelle les facteurs déclencheurs, enfin, disons les événements déclencheurs. La distraction. Voilà, par exemple, ça peut être la distraction. Ici, par exemple, je ne sais pas s'il y a ça ici. Euh, bon, distraction, ça y est ici, hein, manque d'attention, tout ça. Est-ce que vous voyez? Manque d'attention, attitude négligente, tout ça. OK? Ça peut être C'est ça. un facteur. On appelle les facteurs, on les appelle par exemple les événements déclenchants. D'accord? C'est ce qui va D'accord. déclencher l'événement. OK? Voilà. Maintenant, risque associé, par exemple. Risque associé ici, bon, là, j'ai déjà automatisé mon truc, mais ici, risque associé par rapport à la soude, par exemple, déjà, je pense qu'il y a brûlure, ou bien, bon, OK, parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Quand quelqu'un qui travaille avec la soude, C'est ça. On peut avoir une brûlure chimique. très bien, brûlure chimique, c'est parfait. Je vais chercher dans ma liste que il y a déjà, voilà, brûlure. Voilà. Donc, on peut avoir brûlure cutanée, atteinte oculaire, tout ça. C'est possible puisque souvent ça dégage. Ça dégage de la vapeur, n'est-ce pas? Donc, bon, famille de risque, ça, vous n'êtes vraiment pas obligé également de la voir ici, hein. C'est moi qui ai mis afin de pouvoir mieux apprécier, parce qu'après, il faut classer l'ensemble de vos risques en fonction donc des différentes familles. C'est ainsi que après avoir fait l'évaluation donc des risques global donc de l'ensemble de votre entreprise, vous pouvez facilement dire comment dire, que la plupart des risques, ici, on a 90% par exemple des risques, chez nous, sont des risques chimiques. Vous voyez. Mais il faut mettre ça dans votre tableau afin de pouvoir en tenir compte.
Donc, en fait, parce que le plus souvent, lorsque vous catégorisez vos trucs, plus il y a des détails, plus ça veut dire que vous maîtrisez au mieux. Je peux dire, par exemple, les 50% donc de nos risques sont potentiellement donc les risques chimiques. Vous voyez. Dans un laboratoire, par exemple, dans tous les cas, ça sera plus que ça. On aura plus que les 60% qui sont les risques chimiques. OK. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quelles sont les autres personnes qui sont exposées? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein? Voilà. OK. Est-ce qu'il y a les autres employés qui sont exposés, les autres, voilà, je ne sais pas moi. En tout cas, vous devez, au-delà des utilisations ou des opérateurs directs, vous devez pouvoir identifier également. Mais ça, c'est des éléments qui ne sont pas obligés d'être dans votre truc. Le plus important ici, parce que même ici, il y a mis trop de détails, sinon normalement, il y a d'autres, ils vont ajouter ici danger ou source de danger, ou même ils vont dire danger et situation dangereuse pratiquement, d'accord, ils vont les trucs. Mais mieux, quand vous faites ça, en fait, vous cernez réellement le vrai problème. D'accord? Et c'est beaucoup plus magique ainsi. Maintenant, on va déterminer la fréquence. Selon vous, et c'est à vous, ça c'est vous qui pouvez nous aider dans ça. Hein, parce qu'on doit savoir quelle est l'exposition depuis quand on prend l'opérateur en question. Est-ce que cette manipulation, ce prélèvement-là, c'est la demande du client, notamment chaque semaine, chaque mois, chaque année, ou bien c'est quasiment tous les jours vous faites ça, par exemple. L'exposition, le Allô, prélèvement. je suis là, Soumaro. Monsieur Soumaro, allez-y. Oui, on le fait apparemment au moins 2 fois par jour. Voilà, vous faites au moins 2 Voilà, fois par jour, on va dire plusieurs c'est ça. fois par jour. Et ça, c'est quasiment chaque jour. Chaque jour, c'est ça. Voilà, si c'est chaque jour, donc ça veut dire que votre fréquence sera égale à 4. Et regardez ici. Si par exemple, c'est une activité routinière ou journalière, d'accord? Votre exposition, c'est quasiment chaque jour, automatiquement, d'après notre grille. Je dis bien d'après notre grille, parce que vous, votre grille que vous allez peut-être élaborer dans le cadre donc, de votre EVRP, donc évaluation des risques ou document, la mise en place de votre document unique, ça peut être différent de ça. Mais le principe, il est le même. C'est de pouvoir hiérarchiser l'ensemble des risques auxquels vous êtes confrontés. Et dans tous les cas, quelle que soit la nature, quel que soit le risque que vous allez prendre, enfin, disons la grille que vous allez utiliser, on s'en fout. Le plus important, c'est que ça vous permet justement de hiérarchiser vos différents risques, forcément, OK? Et c'est ça qui est important. Maintenant, donc, l'acide, très bien. Supposons que vous soyez victime d'une brûlure d'acide. Est-ce que vous avez déjà été victime? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été victime? Oui, dans mon entreprise, oui, il y a une personne qui a été déjà Quelle a été la victime. conséquence? Quelle a été la conséquence? Est-ce que Bon, ça a c'est... été la mauvaise, bon, juste Comment? une mauvaise manipulation de Oui, la soude, au fait. oui, mais quelle était attends, voir. Oh là là. La gravité. Parce que la gravité, là, voilà comment ça s'est déterminé. Si, par exemple, vous êtes mineur, ça veut dire que c'est les premiers soins, ça veut dire qu'il y a eu une brûlure, peut-être de premier degré, je ne sais pas quoi, là. Mhm. Donc, automatiquement, on va à l'infirmerie, on met ça sous l'eau pour, voilà, pour refroidir. Après, on va désinfecter, on va mettre un truc, et puis bon, voilà. Maintenant, il peut y avoir des brûlures très importantes. D'accord? Mais par rapport à l'acide, non, parce que bon, est-ce que je vais dire, l'acide, c'est une base, non? C'est quoi? Bon, bref, l'acide, c'est une base. Bon, bref, c'est pas. Donc, ici, c'est quoi? Est-ce que ça lui a, l'événement qui s'est produit là, ça l'a permis de rester à la maison pendant des jours, ou bien, je sais pas. Apparemment, vous êtes toujours là. Apparemment, ça fera bientôt 1 mois que la personne est toujours à l'infirmerie. Bon, on peut dire dans une clinique. Dans une clinique, donc, voilà. Donc, en Voilà, fait, la ça personne veut a dire été que, brûlée au 2e degré. Voilà. voilà, ça veut dire que ça peut être très important. Très, Ça très peut être, important. voilà. Donc, ça dépend de vous. Soit vous mettez en fonction de, parce que vous mettez par exemple 4, non, 4 non, ça peut être 4, parce que 4 là, ça c'est vraiment irréversible. Ah, Le, ah, ça le c'est cas, une c'est le cas d'un question. décès.
Il y a quelqu'un qui m'a posé une très, très belle question. Il dit la fréquence, c'est par rapport à l'activité ou au risque. C'est par rapport au risque, c'est par rapport à l'exposition. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler de. Il fait la manipulation, mais en même temps qu'il fait l'activité, parce qu'en fait, ça peut être nuancé. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, fait la manipulation donc, des produits, c'est-à-dire que la personne est en même temps exposée. Je ne sais pas si on comprend. Donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, malgré que tu es en train de faire l'activité peut-être tous les jours, mais en même temps, tu es exposé. Mais ici, il ne faut pas qu'on montre, c'est plutôt le risque que nous sommes en train de voir. Donc, la personne est exposée à la soude quasiment chaque jour. D'accord, je comprends maintenant. Voilà, c'est ça. OK, très bien. Donc, ce qui fait que la probabilité ici, enfin, en fait, comme on l'a dit, l'ordre de risque brut, c'est égal à quoi? Voilà, donc c'est un risque important. Là, j'ai pris 3 seulement comme gravité parce qu'en fait, ici, quand on voit les critères, ouais, non, parce que les 4 là, c'est vraiment catastrophique, c'est le décès. Ici, c'est des blessures étendues qui peut être irréversible ou non irréversible, ça dépend. Maintenant, bon, écoutez, quand la peau quitte la peau est quittée, hein. Ouh là là, ça ne va pas venir. Hein. Même si ça vient là, ça va venir un peu bizarre. Bon, très bien. Donc, par rapport à ce risque-là, on a mis la probabilité 3. Enfin, pardon, la gravité 3. Maintenant, on est d'accord que ce risque-là, il est supérieur, il est supérieur à, le risque significatif, il est supérieur à, comment on appelle ça? Voilà. Significatif. Oh là là. Donc, si risque brut supérieur à 2, donc on a, oui, c'est supérieur à 2. Donc, notre taux de couverture maintenant qui existe. Donc, on va voir dans votre entreprise. Maintenant, je vais vous montrer un outil d'aide rapidement pour vous montrer par rapport aux différents risques. Ouais, non, je prends le risque chimique par exemple. Le risque chimique, quelles sont les mesures techniques qui existent déjà? Est-ce que vous avez un système de ventilation, aération? Parce que c'est ça. Parce que lorsque c'est vrai qu'il peut être exposé. Non, bon, ventilation, c'est beaucoup plus par rapport à l'inhalation. C'est pas par rapport à, c'est pas par rapport à l'autre. Ici, on est d'accord. Est-ce que vous me suivez, par exemple? Est-ce que vous me suivez? La ventilation, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes exposé à un risque d'inhalation, par exemple, le risque d'inhalation, on peut y avoir, hein, parce que là, on a déterminé seulement qu'une seule ligne, où est le temps que ça prend, non? Donc, on a déterminé une seule ligne, mais après ici, toujours dans le prélèvement de la soude là, on peut toujours avoir comme danger, comment on appelle ça? La vapeur de la soude là, on peut toujours avoir. D'accord? Donc, si on inhale, ça c'est notre risque qui n'a rien à voir avec le risque de brûlure. Voilà, donc toujours pour la même soude, on peut déterminer plusieurs dangers. Et plus on détermine des dangers, on détermine également les différents niveaux de risque. Donc, par exemple, par rapport à l'inhalation, la ventilation est une solution, est une mesure technique. Parce que mieux il y a une ventilation, automatiquement, il sera difficile pour vous d'inhaler puisque facilement le vent balaie le truc, ok? Voilà. Maintenant, je reviens sur ce que j'étais en train de vous montrer. Maintenant, comme mesure technique, on peut toujours avoir ce qu'on appelle substitution de matières dangereuses, donc par l'alternative moins toxique. Est-ce que, par exemple, bon, ici, on ne peut pas vraiment dire que vous avez cette solution puisque vous travaillez seulement et uniquement avec la soude. Sauf si actuellement vous êtes dans une autre perspective de prendre en compte, de prendre un autre produit qui fait pratiquement le même problème, mais moins dangereux que la soude. Donc, si vous n'êtes pas dans cette optique également, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre ça. Maintenant, est-ce que, par exemple, il y a cloisonnement, donc des zones, par exemple, des sous-centres, bon, ça c'est la séparation, notamment au niveau des stockages. Ensuite, vous avez le stockage sécurisé. Donc, je ne sais pas trop en termes donc, comme mesure technique, je ne sais pas trop
quelle disposition existante, ou du moins, je vous pose la question, est-ce que vous avez une disposition existante particulière, mais qui est technique, qui s'applique directement au, au danger, c'est-à-dire à la soude elle-même, à la concentration du sol. Non, 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 non. C'est-à-dire, si une Voilà. personne, si, par exemple, il y a eu des versements de produits, nous avons uniquement installé les douches de sécurité. Très bien. Donc, vous avez unique. Voilà. Donc, douche de sécurité, ça permet donc, effectivement, ça va faire partie des mesures techniques ici. Même si ça ne s'applique pas directement. Bon, est-ce que ça peut être organisationnel, hein? Parce que ça ne s'applique pas directement au danger lui-même, parce que ça ne confine pas, ça n'évite pas à ce qu'il y ait accident, volontairement ou involontairement. D'accord? Mais ça fait partie donc des dispositions organisationnelles. Donc, dès que vous avez ça, automatiquement, allez-y, vous allez nettoyer, enfin, vous allez utiliser donc la douche de sécurité. Bon, bref. Bon, ici, par contre, autre disposition qui s'applique directement. Maintenant, est-ce que vous avez des protocoles qui vous permettent donc notamment d'agir sur la concentration du produit en question? Sur la concentration. Non. Bon, bref, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. OK, donc on va dire qu'il n'y en a pas de dispositions techniques. Venons dans les dispositions organisationnelles, par exemple. Les dispositions organisationnelles, ça peut être tout ce qui est formation, par exemple. Donc, c'est l'organisationnel. Ça peut être tout ce qui est mise en place donc, de procédures. Ça peut être tout ce qui est. Bon, ici, par exemple, vous avez parlé de plan d'urgence. Parce que le fait, par exemple, d'aller utiliser la douche de sécurité, machin, tout, ça rentre dans ce qu'on appelle organisationnel. Pour aller justement, voilà. Donc, on met des dispositions organisationnelles qui permettent justement de prendre en compte également. Donc, ça ne permet pas d'éviter. Donc, vous avez tout ce qui est planification dans votre activité, donc les rotations que vous faites aux différents postes et tout ça. Est-ce que ça peut. Ouais. Parce que lorsque vous faites les rotations, par exemple, ça réduit la possibilité que le monsieur il se fasse brûler. D'accord. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a véritablement. Mais en termes de dispositions organisationnelles également, vous avez tout ce qui est contrôle d'accès, zone, tout ça. Vous avez les inspections périodiques, vous avez les politiques d'utilisation, pas l'utilisation, mais la politique. Donc, vous avez les dispositions, vous avez les suivis de stock, vous avez l'engagement de la direction, vous avez des comités, vous avez. Ça dépend de plusieurs facteurs. Voilà. OK. Bon, on va dire qu'il y a deux. Il y a organisationnel et il y a humain. Parce que vous portez les EPI, non? N'est-ce pas? Vous portez les gants. Enfin, disons les gants, les Oui, manches on longues. porte les EPI. Voilà. Donc, ici, on a disposition. Quelqu'un a parlé? Non, ici, ça veut dire qu'on a disposition organisationnelle. Donc, disposition organisationnelle, je vais définir ici. Donc, vous avez une procédure d'urgence. Par exemple, procédure d'urgence. D'accord? Et douche de sécurité. Bon, douche de sécurité. Bon, douche de sécurité, même là, je crois qu'on peut mettre ça dans un truc. Hein. Je reviens sur un truc là rapidement. Douche de sécurité, je pense que ça peut rentrer dans la technique aussi. Parce que ça permet tout de même de réduire, même si ça n'évite pas, ça permet quand même de réduire. Mais voilà la définition de moyens techniques ici. Voilà. Les mesures techniques sont appliquées directement au danger afin de minimiser le risque. Cela peut impliquer une clôture ou des barrières de différentes sortes pour isoler. Vous voyez. Donc, en fait, c'est des mesures qui s'appliquent directement au danger lui-même. Ça va peut-être si vous avez des systèmes de couverture ou du moins de protection entre la soude et l'opérateur, je ne sais pas trop.
Bon, bref. Donc, et cela peut impliquer la clôture, barrières et différentes sortes pour isoler autant que possible les travailleurs du danger ou des dispositifs de sécurité intégrés dans l'équipement pour arrêter son fonctionnement en cas d'anomalie. Bon. Maintenant, disposition procédurale ou organisationnelle, c'est la manière dont le travail doit être réalisé par rapport au danger. Donc, elle désigne avec précision les tâches concernées, leur enchaînement et les actions et vérifications de sécurité qui doivent être réalisées. Les procédures renvoient souvent à l'opération correcte des mesures techniques. Après, vous avez comportementale ou humaine. C'est la manière dont les travailleurs individuels agissent par rapport au danger. Elles comprennent les points généraux concernant les bonnes pratiques sur le lieu de travail. Donc, exemple, bon entretien, les mesures spécifiques telles que l'utilisation des EPI et autres. OK? Voilà. Donc, déjà, l'existence donc d'une procédure d'urgence organisationnelle. Bon, normalement, c'est cette procédure d'urgence également qui utilise donc les douches de sécurité. Les gars, bon, on dit. Pour, pour des EPI. Donc, on a disposition organisationnelle qui est l'existence donc de la procédure d'urgence, d'accord? Et aussi disposition humaine ou individuelle qui est le port des EPI. Donc, vous avez déjà deux trucs. Ce qui fait que si on se réfère, pardon, à nos critères, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si il y a au moins deux, s'il y a au moins deux, ça veut dire que ici, il n'y a aucun. Ici, il y a un seulement. Ici, il y a deux. C'est-à-dire que soit c'est le moyen technique ou organisationnel. Voilà. Donnez-moi 2 secondes. Il y a un bruit qui me fatigue. Ruth, il faut dire à ceux qui sont en bas de cas arrêtez là. Hein? Ils n'ont qu'à arrêter. Après, on va continuer ça. À partir de 14h. Désolé, les gars. Bon. Donc, je disais que les dispositions organisationnelles ici, là, donc ici, on a deux dispositions organisationnelles déjà qui existent, OK? Soit c'est le moyen technique organisationnel, soit c'est les techniques et humaines, soit c'est organisationnel et humain. Donc, nous, on a organisationnel et humain qui existent par rapport à ce risque-là. D'accord? Donc du coup, c'est 0,4. Donc, si c'est 0,4, ça veut dire que je fais. Donc, ici, pardon, le risque résiduel, ce n'est rien d'autre que le taux de couverture multiplié par le risque brut lui-même. Voilà. Ouais, non. Donc, j'ai déjà programmé les cases. Donc, du coup, bon, écoutez. Ce qui fait que vous avez toujours votre risque résiduel qui est quoi? Qui est dans le rouge, qui est dans le. Comment on appelle ça même? Qui est dans le orange. Ça veut dire que s'il vient dans les critères, vous allez voir ici à quoi ça correspond. Voilà à quoi ça correspond ici. Ça correspond à un risque qui est toujours inacceptable. Parce qu'on a valeur de risque qui est entre 4 et plus. Donc, vous avez vos risques ici. Attends, on va voir ici. C'était combien là? La valeur, c'est 4,8. Les 4,8 là, vous avez ça quelque part ici. Voilà, votre risque est quelque part ici. Je le mets en blanc pour que vous puissiez voir. Votre risque, il est ici. Il est dans cette case ici. À ce niveau-là. Ouais, il est dans la partie orange qui veut dire que le risque est inacceptable. Donc, du coup, le risque doit être réduit ou supprimé le plus tôt possible. Donc, du coup, c'est un risque qui est important. Oh là là. Donc, on vient ici, on a, est-ce qu'il y a nécessité d'action? C'est oui. Pourquoi? Parce que le risque, il est supérieur, il n'est pas dans la zone verte. Donc, il y a nécessité d'action. Maintenant, c'est quelle action maintenant on va programmer? Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si, par exemple, lorsque vous êtes en train d'évaluer, enfin, disons, d'évaluer la couverture ou les moyens existants, et que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a que moyens organisationnels
et moyens humains qui existent, alors vous allez orienter, par exemple, vos actions, par exemple, sur ce qui n'existe pas. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est vraiment les moyens techniques qui sont importants. Les moyens techniques sont beaucoup plus importants que les moyens organisationnels et les moyens organisationnels sont beaucoup plus importants que les moyens humains. Enfin, humains. Bon, on peut D'accord? établir une FDS sur le produit. Vous dites? On peut établir une FDS sur le produit. Oui, mais une FDS sur le produit, ça va rentrer dans l'aspect organisationnel parce que ça va permettre justement de comprendre qu'on appelle ça, les dangers possibles. Après, la FDS là, vous faites la FDSS. La FDSS, en fait, vous avez la FDS simplifiée que vous allez sortir potentiellement les dangers possibles avec les pictogrammes nécessaires ainsi que les mesures. Mais tout ça là, en fait, ça reste un document. Ça reste un document qui va expliquer comment est-ce qu'il faut prendre en compte qu'on appelle ça, le danger relatif à la soude. Donc ça, c'est très bien. Mais ça rentre dans disposition organisationnelle. Donc, et ici, par exemple, on pouvait même prendre comme disposition organisationnelle ce que vous avez dit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, par exemple, ce dispositif-là, comment on l'appelle même, la FDS simplifiée ou la FDS, tout simplement. OK? Parce que la FDS, oui, vous les mettez dans un truc à côté donc, du produit, certes, mais vous mettez encore la FDS simplifiée de façon visuelle, permet donc de voir en même temps avec les instructions relativement à la manière dont on va utiliser la douche de sécurité, si besoin et tout ça. OK? Mais tout est truc que ça ne s'applique pas directement au danger. Les actions qui pourraient éventuellement s'appliquer au danger ici, par exemple, c'est le fait, par exemple, d'agir sur la concentration ou que le fait, par exemple, de faire un système de manipulation robotisé, d'accord, veut dire qu'en fait, on évite l'interaction entre l'utilisateur et l'opérateur et le produit. D'accord? On peut aussi peut-être voir dans quelle mesure on peut faire une utilisation par une manipulation, par exemple, avec une machine. Je dis n'importe quoi, hein? Je dis n'importe quoi. Mais si moi je suis dans le domaine, vu que je sais qu'il faut des discussions techniques parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces, je vais me poser la question et je vais interroger déjà ce qu'on appelle oulala, comment on appelle ça même? Oh, c'est pas le boomerang, c'est le benchmarking. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le benchmarking, en fait, c'est de voir qu'est-ce qui est fait ailleurs par rapport à ça. Et le benchmarking va forcément vous donner des idées en ce qui concerne comment il faut éviter, il faut réduire, ou même pour poser la question, hein, d'accord? Je vais peut-être poser la question à Internet, là, il va peut-être me dire, mais l'idée ici, c'est de voir comment on réduit soit notre interaction, d'accord, ou on évite l'interaction. À votre avis, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Vous allez voir que ça va me donner donc des... Allons-y, hein. Monsieur Mauro. Je dis toujours là. Ouais, dans le laboratoire. Ouais, c'est toi qui donnes le lien. C'est pour ça que les actions, en général, quand on identifie, sont des actions, surtout quand c'est technique, comme son nom l'indique, en général, ça nécessite des efforts, des coûts. Ça nécessite des coûts. Maintenant, est-ce que vous pensez que qu'on peut agir sur la méthode de dissolution de la soude? Parce que la soude, là, vous faites la dissolution, non?
Bon, ils font la Hein? dissolution. Ça va Voilà, dépendre. voilà, besoin quand on de- fait la dissolution là, est-ce qu'on ne peut pas agir sur ça? Parce que, comme je vous ai dit, ce qui fait mal, c'est la concentration. Moi, et la soude là, la soude, quand c'est dilué à je ne sais pas combien de degrés là, si vous voulez laver vous avec, vous n'allez rien avoir. Donc, en fait, est-ce que c'est possible d'agir là-dessus? Je ne sais pas. Hein. Après, ça dépend aussi des contraintes du marché. Parce que si les exigences du marché ne permettent pas, on ne va pas aller Yes. faire quelque chose. Voilà. Donc, tout ça, mais je pense que quand même, il faut peut-être voir cette méthode-là. Ouais, ouais. Bon, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, comme vous devez me dire. Aïe. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on peut mettre, par exemple, entre... Bon, vous utilisez seulement les gants ici, d'accord? Peut-être vous utilisez les gants, vous utilisez également comment on appelle ça, les barrières, les trucs là, non, on appelle ça quoi, les écrans là, faciales là. Patient. Oui, les visières Oui. et Les puis les visières, voilà. combinaisons de protection chimique. Voilà, vous utilisez les combinaisons jetables, les blanc blanc. Donc, vous utilisez tout ça. OK. Donc, bon, tout ça, dans tous les cas, ce sont des EPI. Hein. Ce sont des EPI. Comment agir sur le truc? Bon, OK. Écoutez. En tout cas, c'est un système de manipulation, voilà, soit mécanisée ou robotisée, hein, les gars. Ah, mais il faut voir dans le truc si ça existe. Il faut voir dans la littérature si ça existe. Et là, ça peut vous donner ça peut en donner des opportunités. Hein. Quelle opportunité, le fait, par exemple, d'utiliser un système de manipulation mécanisé, par exemple, quelle opportunité ça peut générer? Quelle opportunité il y a, par exemple? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. C'est pas obligé. Mais il voudrait savoir, en fait, le blessé, il s'est brûlé où, en fait? À la main? Ou bien c'est au pied? Je sais pas trop. Ah, ouais, ça peut être important. Hein. Après, c'est tout. Hein. Ça peut être versé partout. Ça peut être versé sur son visage, ça peut être versé sur sa main, ça peut être versé sur son corps, ça peut être versé, ça dépend. Supposons que on est en train de transvaser, en train de transvaser, par exemple, transvaser le produit et que, je ne sais pas, par erreur humaine, comme on l'a dit, ou bien par inadvertance, tu vois, sa main tremble, automatiquement, ça peut verser sur l'autre main, par exemple. D'accord? Donc, ça peut aussi arriver que le produit même qui est là, ça commence à gonfler, notamment si les conditions de stockage ne sont pas appropriées, et puis, paf, ça peut s'éclabousser ou casser comment on appelle ça, le contenant, par exemple. Le contenant, par exemple, et puis, bon, ben voilà. Donc, il peut recevoir partout. C'est pour ça que c'est un risque. Sinon, actuellement, là, on ne sait pas, on est dans la phase de risque. Risque, ça veut dire que l'accident ne s'est pas encore produit. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, bon, donc, en tout cas, si vous avez par exemple un système robotisé, par exemple, donc il peut y avoir beaucoup d'opportunités. Hein. C'est-à-dire que non seulement ça va vous permettre notamment de peut-être améliorer votre productivité. Ça peut aussi réduction
Réduction des temps. Bon, c'est même chose. Hein. Bon, améliorer la productivité et aussi les temps de. Bon, si on améliore aussi le temps, c'est même chose là. On aura pour conséquence amélioration de la productivité, par exemple. D'accord? Ça sera très rapide. Au-delà du fait qu'on va prévenir ou du moins on va préserver la santé des gens, mais en même temps, on améliore également la productivité. Voilà. Maintenant, bon, dans le même cas aussi, vous pouvez réduire le coût de main-d'œuvre. Hein. C'est que si, par exemple, mais si tu dis ça au manœuvre, là, il va dire non, faut pas choisir cette mesure. Il va dire, faut pas choisir ça. Voilà, mais en même temps, c'est possible. C'est-à-dire que non seulement ça améliore la productivité parce que le robot, par exemple, peut travailler 24 heures sur 24, par exemple, mais aussi, en général, les robots, ils ont une précision que nous, on n'a pas. C'est pour ça que l'erreur humaine comme ça, là, on parlera certainement pas de ça ici. Et puis aussi, bon, ben, voilà. Donc ça, c'est peut-être des opportunités également qu'on peut saisir à travers tout ça. Voilà. Bon, OK. Donc, voilà un peu comment on peut faire jusqu'à remplir. Mais ce n'est pas un travail qui se fait seul. Il faut qu'on comprenne ça également. C'est-à-dire que vous avez beau être le génie, vous pouvez faire. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez très bien faire. Mais ce qui est intéressant, c'est d'inviter à la participation pour plusieurs raisons. D'accord? Pour que déjà les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les gars des travaux ou de l'opération, qu'ils soient déjà familiers au risque, déjà, et aussi qui participent également à l'identification des mesures. Et puis, le plus souvent, lorsqu'il y a une multitude donc, de compétences, dans cette phase, parmi cette phase-là, vous allez voir que ça va être plus facile. Parce que quelqu'un, par exemple, peut avoir une expérience dans ça, par exemple, puisqu'il est dans la technique ou dans l'opérationnel, et très facilement, les choses peuvent aller, d'accord, très rapidement. OK, donc c'est comme ça qu'on va faire pour tout. Comme j'ai dit tantôt, on peut avoir pour le prélèvement seul, à lui seul, non seulement la concentration qui peut poser le problème, d'accord, mais aussi il y a, bon, c'est ce qu'on appelle aussi la pression de vapeur, hein. Donc, la vapeur ou bien fumée, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui, pression de vapeur ou bien, c'est ça, non? Euh, Vous connaissez la pression de vapeur, non? La pression de vapeur, en gros, c'est la phase gazeuse, là, qui va être au-dessus du liquide. Ça s'appelle la pression de vapeur, ou bien, si vous voulez, vous appelez vapeur. Ouais. La vapeur peut être dangereuse et ça va toujours émaner justement de quoi? Bon, ça là même là, on va dire, bon, dilution de la soude, bon, on peut mettre soude, tiens. Soude, c'est dangereux, c'est toujours la soude qui est le truc. Pression de vapeur ou gaz, ou gaz de vapeur. On a comment on va. Bon, M. Smaro, toi, tu ne parles plus à nous. Voilà, donc après, vous avez ici, situation dangereuse par rapport à ça, ça va peut-être y être inhalation. On peut inhaler, inhalation, par exemple, ou bien si vous voulez aussi, je peux dire simplement exposition, hein. Inhalation, dans tous les cas. S. Bah, inhalation de vapeur. Il y a de la soude. On est d'accord que ça, M. Soumaro, ça fait de la vapeur. Surtout Oui, quand oui, la soude, voilà, quand la soude, quand vous mettez ici dans l'eau, et puis en plus ça chauffe. C'est ça, non? c'est ça, c'est ça. Voilà. Ça chauffe même à des degrés, je sais pas quoi. Ça chauffe jusqu'à combien, par exemple? Donc, ici, ça peut être bon, ça peut être degré de connaissance ou erreur humaine ou erreur opérationnelle, ça peut être fatigue.
Quelle peut être, par exemple, la raison humaine pour qu'on puisse être exposé à ça? Bon, ça, il n'y a pas fait de manque d'inattention. Ça dit mieux, l'exposition va être en fonction de votre niveau de connaissance. Mieux vous maîtrisez, mieux vous saurez prendre le truc. Après, ça dépend, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Ça dépend de ce qui est réellement. Mais l'exposition ici va être importante si on maîtrise moins le produit ou qu'on a un manque de formation, des trucs comme ça. Par rapport à ça. Et puis, comme problème aussi, on peut avoir, ça va être beaucoup plus d'intoxication. Ici, par exemple, ça va être intoxication, je sais pas, par exemple, intoxication, par exemple, ça va être intoxication. Ici, vous pouvez peut-être donner plus de détails. Intoxication pulmonaire ou bien je sais pas quoi. Donc, vous pouvez même vous baser sur la fiche de données de sécurité pour vous aider également à faire ça. Mais voilà, c'est toujours la famille des risques chimiques et c'est toujours, je crois, pour la vapeur, ça peut même aller au-delà. Bon, enfin, on va dire les employés également. Et vous allez faire le même process. Bon, l'exposition, c'est pareil, hein, c'est le même truc là. Et puis ici, euh, ça peut quand même engendrer un truc qui va être. Comment? La vapeur. Ici, si je prends par exemple, voilà. C'est grave, ça veut dire. Bon, après, ça dépend de la concentration, hein. Sinon, ça peut aussi. Une intoxication pulmonaire, ça peut être très grave aussi. Donc, ça dépend de, comment dire, de la concentration du produit. Ça dépend de la concentration du produit. Mais ce qui est intéressant, et je vous conseille, pour pouvoir déterminer réellement ça, OK, notamment pour l'élimination, ce que vous allez faire ici, Eh, c'est de déterminer la concentration du produit que vous manipulez. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple votre taux de dilution, tout, mais ça reste quoi comme concentration? Et vous allez poser la question à votre fiche de données de sécurité. Je ne sais pas si ça va donner plus de détails, mais la fiche de données de sécurité va vous dire exactement quels sont notamment les dangers possibles, mais aussi les conséquences possibles. Et ça vous permet donc d'être orienté facilement vers ces trucs-là. Si par exemple, il vous dit qu'il y aura des intoxications pulmonaires qui vont entraîner donc, les décès, des trucs comme ça, bon, ben, écoutez, dans ce cas où vous dites que ça va entraîner le décès, vous vous en foutez. Ouais. Donc c'est ça. Voilà. Par exemple, ça peut être 16. Action, oui. Est-ce qu'il y a des dispositions, machin là? Je pense que c'est quasiment pareil en termes de dispositions. Par rapport à l'inhalation, c'est toujours moins organisationnel et humaine, par exemple, qui existe. Et puis, vous allez, comme mesure également, c'est toujours presque les mêmes. Par exemple, pour l'inhalation, vous avez les EPI. Après, les EPI ici, là, vous pouvez spécifier, hein. Ici, c'est seulement tenu, ce sont on appelle combinaisons, combi. Combinaison, oui. Voilà, et Approprié. la combinaison appropriée si vous voulez. Après, ici aussi, vous avez toujours dans brûlure, vous avez les gants aussi qui sont importants ici. Ensuite, toujours dans brûlure, qu'est-ce qui est important? Même votre écran, même, c'est important aussi. Écran facial, c'est important. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est important dans cette partie-là? Bon, peut-être lunettes aussi, hein. Voilà. Formateur, Oui, allez-y. on peut aussi ajouter la formation et information aux agents pour Oui, éviter on les peut. risques. Oui, on peut. Voilà. Par exemple, ici, au lieu de mettre, par exemple, ici, au lieu de mettre, par exemple, procédure d'urgence, par exemple, je mets, par exemple, formation qui est aussi une mesure organisationnelle. Formation des agents. Voilà. Comment on appelle ça?
sur les risques chimiques, sur les risques de machin, au risque chimique, par exemple, au risque chimique, voilà. Donc ça, c'est une mesure organisationnelle. Et puis aussi, et puis, par exemple, pour l'inhalation, on va dire les masques quoi? Les masques à gaz. Si tu mets un masque FFP2, là, tu n'as rien fait. Ici, par exemple, le masque à gaz, par exemple, ça peut être très efficace. Ici, vous avez, et puis aussi, bon, le masque à gaz, dans tous les cas, ça prend aussi bien le nez et puis la bouche. Donc, vous avez quoi encore? En tout cas, pour cette phase d'inhalation, mais même les tenues aussi peuvent être importants aussi, puisqu'il y a intoxication par voie cutanée aussi. Voilà, donc ici, par contre, le fait, par exemple, de mettre, par exemple, il y a mis intoxication ou inhalation ou mais c'est pas quoi là. Je vais mettre intoxication, c'est mieux. Parce que ici, on peut avoir intoxication par voie cutanée aussi. Bon, bref, écoutez. Donc, vous avez ça. Ensuite, est-ce que par rapport à ça, voilà, ici, par exemple, il y avait mettre une ventilation. Est-ce qu'il y a la ventilation? Est-ce que vous avez mis un système de ventilation? Non, non, il n'y a pas de système de ventilation. Ah, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de système de ventilation, ben, s'il y avait ça, c'est comme si vous avez les trois en même temps. Donc, ça veut dire que vous avez forcément deux, et ça, vous avez. Voilà, et vous avez ici, action nécessaire, oui. Et vous allez mettre, par exemple, cette action, ventilation, par exemple. C'est une disposition technique. Ventilation du local. Local. Il y a le local. Et puis aussi, bon, ça peut être extracteur d'air aussi, hein, extracteur d'air. Par exemple, n'importe quoi. Bon. Extracteur d'air et puis tout ça. Bon, normalement, il y a une autre phase d'évaluation ici. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a une autre phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, si tout à l'heure, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai. Ça, on a deux moyens, non? On a deux moyens. On a deux moyens. Et puis, ça reste quoi? Le risque résiduel. Maintenant, je vais maintenant mettre les trois moyens. Normalement, ça, là, ça complète ceux-là à troisième moyen. Parce que c'est les troisième moyens, enfin, disons, c'est les trois moyens qui vont nous donner une quoi même, une maîtrise totale. Est-ce que vous voyez? Donc, en mettant ça et ça nécessite maintenant que je refasse quoi? Une réévaluation de mon risque pour voir et le risque résiduel va se positionner dans quel niveau. Parce que l'idée ici, c'est de ramener tous les risques à un niveau acceptable. L'idée, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, voilà, vous avez la ventilation, tout, vous allez mettre en application. Et ça, maintenant, comme opportunité aussi, bon, ben, écoutez, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir ce que ça peut faire. Mais il n'y a pas forcément, il n'y a pas toujours opportunité. Hein, voilà. Donc, s'il y en a, vous mettez, s'il n'y en a pas aussi, bon, écoutez. Parce que cette phase d'opportunité-là, ça, c'est la 45 minutes 1 qui nous demande ça. Pour dire que à chaque événement, derrière chaque risque ou action, il y a toujours les risques et opportunités. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de tenir compte. Voilà. Donc, tout ici, là, c'est le même bonhomme. Voilà. Très bien. Donc, voilà un peu. On peut continuer ainsi pour toutes les activités, notamment de son affaire. OK? Très bien. Donc, ça, vu qu'on est quasiment à la fin, je veux dire, on a dit jusqu'à entre midi et 2 pour permettre à tout le monde d'aller travailler. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va. Parce qu'il y a encore une autre étape, parce que ça c'est l'évaluation de processus d'évaluation avec. Mais après, il faut hiérarchiser maintenant il faut représenter tous ces risques-là. D'accord? Donc, on va faire ça demain entre midi et 2. Donc, demain entre midi et 2, là, on va sur la base des quelques risques qu'on aura
Si vous voulez, on peut continuer avec le travail de monsieur Soumaro. Tout comme on peut, après, peut-être identifier des risques. Nous-mêmes, on va leur donner notamment des cotations là, et puis pour faire notre phase pratique de comment on appelle ça? De cartographie. Voilà. Donc, demain, on verra ça. Dans tous les cas, on aura 2 heures, donc on verra. On aura le temps de voir. Dans tous les cas, à l'issue de ça, vous devez en tout cas mieux comprendre comment ça se passe et notamment essayer aussi d'implémenter à votre niveau. Mais il y a plusieurs d'autres méthodes qu'on peut développer, qu'il y a la possibilité de développer. Hein. Donc, comme progressivement, on va faire ces séances-là, donc je vais vous montrer également les autres méthodes que nous, on a la possibilité donc, de vous partager. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se quitte pour la semaine prochaine, enfin pour demain? Comment? J'ai une question. Allez-y. Il faudra savoir, est-ce que nous aurons le tableau en question, l'outil, le tableau là, est-ce que nous aurons ça à la fin de la formation? Je vais vous partager ça tout de suite même, après. Merci. Bon. Voilà, super. Donc, je vous dis à très bientôt. À plus, à demain. Merci beaucoup. Entre midi et 2 aussi, voilà.